de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. À 24 heures du scrutin présidentiel, tout est fin prêt pour permettre aux citoyens sénégalais de s'acquitter de leur droit de vote. Le matériel électoral est en place au niveau des lieux de vote, assurance du ministre de l'Intérieur que vous entendrez dans ce journal. Hors du Sénégal, nos compatriotes de la diaspora préparent la grande journée de demain en Italie. La communauté sénégalaise mobilisée se félicite de la disponibilité du matériel nécessaire à la bonne tenue du scrutin. Ce 24 mars, la presse sera aux avant-postes pour une bonne couverture de l'élection présidentielle. L'objectif pour ces sentinelles de la démocratie est bien fournir les informations à temps réel sous la supervision du CORED qui conseille aux journalistes de rester vigilants pour prévenir toute dérive. Et puis dans ce journal dossier sur les délégués de quartier, des agents administratifs dont le rôle est méconnu des populations, désignés généralement pour gérer la cité, ces chefs de quartier tels qu'on les En titre, le ministre de l'Intérieur a visité 5 centres de vote des 5 départements de Dakar. Selon lui, tout le matériel du scrutin est en place. Mohamedou Makhtar Cissé invite les professionnels des médias à aller à la source pour puiser leurs informations. Il est revenu également sur les abris provisoires. Le ministre de l'Intérieur que je vous propose d'écouter tout de suite au micro d'Abul Faye. Nous avons parcouru ce matin les 5 départements de la région de Dakar pour nous livrer au même exercice de vérification sur la base d'un échantillonnage qui a été fait par la DGE avec l'ensemble des acteurs pour vérifier la mise en place du matériel électoral. Et vous avez constaté avec nous que le matériel était disponible dans l'ensemble des centres que nous avons visités. Et par extension, nous présageons qu'il en est de même dans tous les autres centres de vote. Et de ce point de vue, l'organisation matérielle ne devrait pas connaître de difficultés majeures. Il y aura toujours le jour du scrutin peut-être quelques détails que nous ne souhaitons pas. Mais en tout cas, il y a une organisation qui permet de parer au plus pressé chaque fois qu'il nous sera donné de constater des dysfonctionnements, quels qu'ils soient. Ça doit être un moment de respiration et non un moment de tension. Donc j'en appelle à la vigilance de tous les acteurs, j'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs pour que le scrutin demain puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Occasion pour rendre également hommage aux forces de l'ordre et de sécurité qui sont mobilisées, comme vous le constatez, pour sécuriser le vote. Le premier critère de la transparence, c'est la bonne information. S'il y a une bonne information, nous partons sur de très bonnes bases pour qu'il y ait de la transparence. Et aidez-nous à relayer la bonne information. Et la bonne information, c'est la bonne source. Il y a des sources officielles, notamment la Direction générale des élections, il y a la Sénat, il y a des structures qui organise cette élection, il y a l'administration territoriale. Adressez-vous aux bonnes sources pour avoir la bonne information. Ça nous permettra d'éviter la désinformation qui peut être source de tension. À Ziguinchor, tout est fin prêt pour la bonne organisation du scrutin prévu demain dimanche. Les autorités administratives ont d'ailleurs fait le tour de la région pour s'enquérir de l'état de mise en place du matériel électoral, mais aussi des dispositions sécuritaires prises sur les lieux. Mortalatine, gouverneur de Ziguinchor, affiche son optimisme quant à un bon déroulement de l'élection présidentielle dans la région. Il est avec Lamine Ba. Le tour de certains lieux de vote pour s'assurer que tout le matériel électoral est en place ainsi que le dispositif qui doit l'accompagner. Et il ressort de cette tournée une grande satisfaction de la part des autorités administratives parce que nous avons noté quand même que les centres sont prêts, tout le matériel nécessaire est déjà sur place. Les forces de défense et de sécurité qui doivent veiller au bon déroulement du scrutin sont également déjà sur place et nous avons même trouvé dans certains lieux de vote des membres de bureau qui se sont présentés pour procéder à la vérification du matériel
et s'assurer que demain, aucun élément ne leur fera défaut pour que le scrutin puisse démarrer conformément aux dispositions du code électoral à 8h00. Voilà, globalement, ce retrait se passe très bien et je voudrais profiter de cette opportunité pour lancer un appel aux derniers électeurs qui n'ont pas encore procédé au retrait de leur carte électeur, de le faire parce que les commissions vont travailler ce jour jusqu'à minuit. Et revenant aux statistiques, ce qu'on a noté, c'est que pour les cartes issues de la révision exceptionnelle des listes électorales de 2023, le taux de retrait est à 65,6%, donc ce qui constitue un taux assez satisfaisant. L'inquiétude, c'est au niveau des cartes issues des anciens stocks, et je rappelle que ces stocks remontent à 2017, ainsi que les révisions qui ont suivi. Pour cet ancien stock, les statistiques révèlent que nous sommes aux alentours de 8%. Hors du Sénégal, la diaspora, avec ses 338 040 électeurs, représente moins de 5% de l'électorat du pays. En Italie, où réside une importante communauté sénégalaise, eh bien, le matériel électoral est déjà disponible et tout est prêt pour la tenue de l'élection présidentielle. Le point, c'est avec Augustin Faye, notre correspondant en Italie. Dimanche 24 mars, une population électorale de 7 371 894 personnes résidant dans 14 régions et dans la diaspora est appelée à élire un nouveau président. La diaspora, avec ses 338 040 électeurs, représente moins de 5% de l'électorat du pays, mais n'en sont pas moins activement courtisés par les candidats à l'élection présidentielle. En Italie, où réside une importante communauté sénégalaise, le matériel électoral est déjà disponible et tout est fin prêt pour une bonne tenue de la présidentielle. On a visité ensemble le bureau de distribution des cartes d'électeurs et ensuite le matériel qui a été déjà mis dans leur caisse et attend juste le jour, le samedi, pour qu'on puisse les convoyer vers leurs bureaux respectifs. Le consulat général du Sénégal à Milan couvre 8 régions. Sur les 8 régions, il y a 33 525 électeurs et nous avons 33 centres de vote sur 73 bureaux. On a trouvé toutes les salles concernant la juridiction de Milan. Alors Milan, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur 33 centres et nous avons 73 bureaux de vote. Et sur les 73 bureaux de vote, nous avons 33 525 électeurs. Et voilà, tout est fin prêt. On attend juste le samedi pour pouvoir déployer le matériel. Ce soir, on va faire le dernier réglage avec le personnel. Et alors à 15h, on a une réunion pour faire le dernier réglage. L'un des enjeux de cette élection est celui de la participation. À 48 heures du scrutin, des cartes d'électeurs peinent à être récupérées. Une situation devenue fréquente puisque les citoyens attendent toujours le dernier moment. On a reçu 3617 cartes d'identité. On en a distribué 1668. Maintenant, à ce jour, il nous reste 4449 cartes à distribuer. Donc, il y a 1449 personnes qui n'ont pas encore récupéré leurs cartes et on leur demande de venir les récupérer. On leur demande cela solennellement pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas disponibles pour le moment et qui ne peuvent pas se rendre au consulat pour prendre leurs cartes, ce sera possible pour eux de les récupérer au niveau de leur bureau de vote. Les cartes seront toujours disponibles là-bas. Ils pourront prendre leurs cartes pour voter ensuite. Mais ils doivent être munis de leur récépissé, le récépissé de dépôt et de l'ancienne carte qu'ils doivent rendre. Alors, je voudrais juste dire aussi au jour du vote que tous les Sénégalais puissent respecter les consignes, respecter les modalités de vote. Et surtout, les présidents du bureau de vote doivent pouvoir veiller exactement sur le processus, que les gens puissent les respecter. On a reçu aussi des plénipotentiaires. Sur 19 partis politiques, on n'a reçu que 9 qui ont envoyé leur plénipotentiel. Et toute personne aussi tout parti qui n'a pas un représentant dans les bureaux de vote n'a pas droit d'être représenté. Parce que les lettres de plénipotentiel doivent venir du ministère des Affaires étrangères. On les a reçues et on a appelé aussi les personnes désignées respectivement par rapport à leur parti politique.
L'Italie est l'un des pays qui compte le plus grand nombre de lieux de vote pour les Sénégalais qui vivent dans l'Union européenne. Cette situation s'explique par le nombre élevé de Sénégalais qui y vivent, mais aussi par la flexibilité des autorités italiennes qui ont permis au Sénégal de disposer de lieux de vote ailleurs que dans les représentations diplomatiques. Merci Augustin Faye. Après les violences politiques ayant été enregistrées au Sénégal entre 2021 et 2024, notamment à Dakar et Ziguinchor, avec leur lot de décès et de blessés à déplorer, l'instauration d'un cadre d'échange et de concertation en vue de prévenir ces types de conflits a été suggérée par l'OCDEA. L'organisation a tenu un atelier de sensibilisation des leaders des jeunes des différentes sensibilités politiques à Ziguinchor. Je vous propose de suivre tout de suite Aliou Ndiaye. Il est coordonnateur de l'OCDEA. Il s'exprime au micro de Lamine Ba et Lamine Mandjan. Cette activité est une continuité du projet d'éducation citoyenne des jeunes sur la prévention et la résolution des conflits en période électorale. Parce qu'on s'est rendu compte que depuis 2021, lors des manifestations, la région de Ziguinchor et la région de Dakar sont particulièrement les localités les plus touchées en termes de pertes en vie humaine, mais également en termes de dégâts matériels. Donc nous sommes dit que ce serait bien également de trouver des cadres d'échange, de dialogue entre les acteurs, notamment avec les jeunes des partis politiques qui sont en liste. Et ce serait une occasion particulière pour l'ensemble des acteurs ici présents de pouvoir ensemble identifier les sources potentielles de conflits, mais également réfléchir autour des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en période électorale. Et pour une élection libre, transparente, mais aussi et surtout apaisée, ce communiqué de présence chrétienne, fidèle à ses valeurs de paix et de justice et forte de son attachement à la République, l'association Présence chrétienne encourage toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à s'acquitter de leurs devoirs de citoyens comme à toutes les élections dans la paix, la transparence, le respect de l'autre et dans un esprit démocratique et fraternel. L'APC invite l'État du Sénégal, l'administration électorale ainsi que tous les acteurs du processus électoral à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la tenue d'un scrutin libre, transparent, sécurisé et démocratique. Voilà en substance donc le communiqué de présence chrétienne. Parlons à présent des médias sénégalais qui se préparent activement à couvrir l'élection présidentielle prévue demain, 24 mars. Leur objectif est de fournir en temps réel les informations du terrain après une campagne présidentielle où les médias privés ont eu des difficultés pour envoyer des reporters aux 19 candidats en lice. Les rédactions telles que la RFM, Walfadjri et Seneweb sont déterminées à jouer leur rôle de sentinelle de la démocratie dans le but de préserver les principes fondamentaux du journalisme. Le CORED, organe plutôt d'autorégulation des médias, reste vigilant pour prévenir toute dérive. Le point, c'est avec Abdoulaye Diop. Rédaction de la RFM, les journalistes discutent des candidats à la présidentielle. Ils semblent être déjà prêts à couvrir les élections. De même, pour le groupe Walfadjri. Tous les membres de la rédaction savent comment faire pour couvrir et bien couvrir une élection. Ainsi que pour le site internet Seneweb. Oui, nous sommes fin prêts pour la couverture de la présidentielle. Derrière ces médias, le CORED, tel une sentinelle, veille au grain. Le CORED est l'autorégulateur créé par les professionnels des médias eux-mêmes, c'est-à-dire les journalistes et les techniciens des médias. Déjà, le Conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie s'est satisfait du déroulement de la couverture de la campagne présidentielle. Dans l'ensemble, on peut se féliciter du travail abattu par les médias dans leur diversité, parce que la particularité de l'élection présidentielle cette année, c'est que nous avons 19 candidats, ce qui n'est pas à la portée de beaucoup de rédactions, parce qu'il y a des rédactions qui ne font pas 20 personnes, et vous ne pouvez pas mettre un reporter derrière chaque candidat. La couverture de la campagne s'annonçait compliquée pour les médias privés, car selon eux, le nombre de candidats a dépassé leurs limites. Mais cette année, c'était hors de notre portée. Ce qui fait qu'on s'est basé sur notre réseau de correspondants, de reporters,
Et partout où les candidats sont, le plus souvent, sauf dans des départements assez éloignés, nous avons des correspondants ou des reporters qui peuvent couvrir leur activité. Mais prenons le cas d'une télévision comme Walfadjri. Couvrir 19 candidats, avoir 19 équipes qui accompagnent ces candidats pendant les 12 jours de campagne, c'est quasi impossible, c'est difficile. Mais chacun a ses propres stratégies. Macoumba Beye anime l'émission Gueoui qui accueille des membres des équipes des candidats à la présidentielle pour discuter de leur programme. C'est le même cas à Walf. Ici, Issatine est à l'antenne. C'est difficile de couvrir 19 candidats, mais malgré tout, on trouve des stratégies pour pouvoir, en tout cas, mettre tout le monde au même pied. Cependant, la couverture médiatique de la campagne a été bien suivie par le CORED. Ce dernier signale quelques manquements qu'il a notés. Par exemple, les états-majors envoient des textes et au lieu que les journalistes fassent un travail de réécriture, presque ils plaquent mot pour mot les textes qu'on leur envoie, ce qui est de la paresse intellectuelle. Pour ces élections présidentielles, les médias, sentinelles de la démocratie, veulent couvrir tout le territoire national pour transmettre en direct les résultats au public. Toutes nos ressources sont opérationnelles. Nous pouvons donner une couverture satisfaisante du jour du scrutin et être présents presque partout, sauf dans quelques départements où nous avons un dispositif d'envoyés spéciaux, des reporters de la rédaction qui vont aller compléter, par exemple, dans des régions assez denses. Et en plus de cela, la plus-value de RFM depuis maintenant plusieurs années, c'est notre consultant, le statisticien Alphonse Dombo-Tchakan, qui va être avec nous encore cette année. Nous sommes outillés pour pouvoir couvrir cette élection, partager les informations comme nous le faisions depuis, disons, au minimum depuis 2000, au niveau des médias privés. Contrairement au GFM et au groupe Walfadjri, qui sont des groupes de presse, Seneweb compte être au rendez-vous avec ses propres moyens. On a la chance ici à Seneweb d'avoir, je pense, pratiquement des correspondants dans tous les départements du Sénégal. Donc il y aura une couverture, je pense, optimale du scrutin à ce niveau-là. Je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Le site internet a aussi la possibilité de s'appuyer sur les autres médias en les reprenant. Les différentes éditions des radios, je peux citer notamment la RFM, iRadio et RTS Radio. Donc, comme ce sont des médias qui, en général, ont un réseau de correspondants très efficaces, nous aussi, on essaie de relier leur information. Ça nous aide beaucoup. Le CORED rappelle aux médias de faire preuve de prudence et d'éviter les propagandes. On est plus souvent en situation de direct. Quand on est en situation de direct, il faut faire attention aux propos qu'on relaie. Parce que quand vous interrogez quelqu'un qui tient des propos incendiaires, c'est parti, vous ne pouvez plus rectifier. Donc, prenez le temps, avant de mettre les gens à l'antenne, de discuter avec eux pour un peu les orienter. Les médias prennent leurs dispositions pour être à jour et permettre au public d'être informé en temps réel sur les tendances électorales de ce dimanche 24 mars 2024. Et nous retrouvons le CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, qui attire l'attention donc des reporters et acteurs des médias sur la particularité de cette journée du 24 mars. Les professionnels des médias sont appelés à faire preuve de prudence dans la couverture médiatique de ce scrutin, ayant à l'esprit les violences et tensions préélectorales de ces derniers mois. Le CORED invite les consoeurs et confrères à veiller aux aléas du direct dans un tel contexte, en évitant de relayer des propos incendiaires, haineux ou belliqueux, des images ou des vidéos incitant à la violence ou à la haine, ce qui est formellement interdit par l'article 57 du Code de la presse et l'article 10 de la Charte des journalistes du Sénégal. Le CORED recommande aux professionnels des médias d'éviter des questions dont les éléments de réponse participent à la propagande interdite la veille et le jour du scrutin. Le rôle des médias étant incontournable dans le processus électoral et la veille démocratique, les acteurs des médias doivent prendre en compte le fait qu'il ne revient pas aux journalistes de proclamer les résultats, mais juste de les relayer. Le CORED réitère enfin son appel aux acteurs politiques, à leurs militants et sympathisants, à la plus grande sérénité pour une journée de vote paisible.
Allez, on s'intéresse à présent à une organisation de la société civile. Il s'agit du WANEP qui s'est réuni ce samedi. À l'issue de la rencontre, les membres de l'organisation ont fait des recommandations en vue d'une bonne tenue du scrutin. Nous écoutons tout de suite le docteur Adrienne Diop, présidente du conseil d'administration du WANEP. Elle s'exprime au micro de Daniel Diouf. Cette élection se déroule dans un contexte de forte tension marqué par des désaccords entre acteurs impliqués dans la compétition politique autour des règles du jeu électoral, à savoir la controverse sur le fichier électoral, l'absence de concertation sur la période de distribution des cartes au sein de l'organe de gestion des élections, l'invalidation des parrainages, l'accusation de corruption contre 2 juges du Conseil constitutionnel, la rupture de confiance entre différentes parties prenantes du processus électoral, l'abrogation du décret convoquant le corps électoral le 25 février, le vote de la loi constitutionnelle pour le report et la prolongation du mandat présidentiel jusqu'au 15 décembre 2024, ainsi que leur annulation par le Conseil constitutionnel et l'exigence de la tenue du scrutin avant le 2 avril 2024. Au regard de ces constats, WANEP recommande à la Direction générale des élections et à l'administration territoriale de garder une neutralité et une impartialité, de poursuivre les efforts constants de support et d'appui au processus électoral, d'améliorer, de renforcer la sensibilisation et la communication, de faciliter l'accès à l'information et aux données statistiques. À la Commission électorale nationale autonome de rester vigilante pour contrôler et assurer le bon déroulement du scrutin. À l'autorité de régulation et des postes ARTP de garantir la continuité et la qualité de la fourniture de l'Internet et des données mobiles. Au Conseil national de régulation de l'audiovisuel de faire respecter le traitement équilibré de l'information, de veiller au respect du droit à l'information des citoyens et des candidats. À la une de l'actualité également, la tension qui monte à Dakarnave. Le collectif des travailleurs licenciés réclame sa réintégration au sein de l'entreprise. Ces travailleurs demandent à la justice de vider tous les dossiers de Dakarnave avant la fin de leur contrat. Les membres du collectif ont tenu une conférence de presse au siège de l'Union démocratique des travailleurs du Sénégal à Pikine pour montrer leur amertume. Ces travailleurs licenciés encouragent également les autorités sénégalaises à donner la société à un repreneur afin de pouvoir conserver ce fleuron de l'économie nationale. Nous écoutons tout de suite Cher Silla, il est porte-parole des travailleurs licenciés de Dakarnave. Il s'exprime au micro d'Abdoulaye Patéane. Donc ils ont licencié abusivement dans l'exercice de nos droits syndicaux, alors que certains d'entre nous étaient dans la liste des délégués du personnel. Dakarnave ne respecte pas les droits fondamentaux du travailleur. Les Portugais de Dakarnave n'ont aucune considération ni sur la marine sénégalaise, ni sur nos autorités étatiques. Il est impérativement que cet outil de souveraineté, de sécurité soit géré par les Sénégalais. Nous encourageons l'État et la CIRN de reprendre cette entreprise et de faire confiance à l'exercice local pour intérêt supérieur du Sénégal. Allez, sport avec du football et naturellement un retour sur le match entre le Gabon et le Sénégal. Dans son dispositif tactique pour battre le Gabon, le sélectionneur Aliou Cissé a encore misé sur le 3-5-2. Toutefois, il déplore le déchet technique de ses joueurs, surtout en seconde période. Je vous propose de suivre la réaction du coach. Un but et beaucoup de promesses entrevues. Michael Ngor Faye. Sur les côtés, que ce soit Faye, que ce soit Ismaïla Assar, quand on évolue par exemple sur le côté gauche, il était important que Ismaïla ne reste pas à l'extérieur. Je veux dire, il doit être un petit peu plus à l'intérieur, resserrer un petit peu plus à l'intérieur du jeu pour permettre un équilibre au cas où on perdrait le ballon à l'opposé. C'est vrai qu'en première période, il a été un petit peu haut,
Il a gardé la même position quand on était en train d'attaquer, alors que défensivement, il aurait dû venir et fermer un petit peu plus à l'intérieur. Mais je dirais que ce n'est pas que Ismaïla. De l'autre côté aussi, avec Mika, c'était pareil aussi. Il a fallu qu'on rectifie ça. C'est-à-dire un peu plus de couverture, en réalité, de nos pistons sur nos centraux. Mais je crois que c'est un axe de travail, on va continuer à y travailler. Quand on partait de derrière, le soutien sur nos pistons, c'était nos défenseurs centraux. Quand on installait les jeux chez eux, nos pistons, en réalité, étaient soutenus par nos pivots, par nos relayeurs. Donc ça donnait un petit peu la place à Pathé de pouvoir venir au ballon et libérer de l'autre côté. Donc c'était quelque chose de travaillé et de voulu. Il y avait beaucoup de fautes techniques. Les fautes techniques, c'est tout simplement devoir jouer, retarder le jeu. Au lieu de jouer vite, on bloque le ballon. Au lieu de faire la passe, on choisit de dribbler. Je suis entièrement d'accord, surtout notamment en deuxième période où il y a eu vraiment beaucoup de fautes techniques. Ça demande un peu plus de concentration, ça demande un peu plus peut-être de mobilité et surtout de simplicité. Allez, on s'intéresse à présent au profil d'un joueur qui a hier marqué les esprits. Il s'appelle Mikayil Ngor Faye, à 19 ans seulement. Il a inscrit un but pour sa première sélection avec l'équipe nationale du Sénégal. Le défenseur gaucher formé à l'Académie Djambar de Sali est actuellement sous contrat avec le FC Barcelone. Il est auteur d'une prestation assez convaincante de l'avis de notre consultant maison, Lamine Conté. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage signé Chersad Boudjara. Un but et beaucoup de promesses entrevues. Mikayil Ngor Faye, le jeune défenseur gaucher, a marqué des points pour sa première en équipe nationale du Sénégal, victorieuse du Gabon en amical, 3-0. Au début, il avait manqué de repères, les relances n'étaient pas tellement justes, ça il faut qu'il travaille ça davantage. Ensuite, ses propositions n'étaient pas imposantes quand il voulait avaler la ligne de touche et prendre carrément le couloir. Il l'a bien fait en deuxième mi-temps. Un premier, c'était très moyen. Beaucoup plus libéré, il peut apporter beaucoup de satisfaction. En tout cas, c'est une valeur sûre sur le plan physique. Il présente bien, parfois il a été dominateur. Sur le plan technique, ses relances ont laissé à désirer à un certain moment, mais sa frappe est d'une pureté qui laisse envisager des lendemains meilleurs sur le plan technique. Donc, l'un dans l'autre, il est assuré. Appelé en remplacement de Fodé Ballo-Touré blessé, le pensionnaire de l'équipe B du FC Barcelone se positionne comme un solide prétendant du côté gauche de la défense des Lions. Si on y regarde de plus près, il peut évoluer à plusieurs niveaux au niveau de la défense, peut-être même migrer un jour au milieu terrain. Donc, mais la concurrence est là. L'arrière latéral gauche Jacob a montré ses preuves. Il a une bonne marge de progression lui aussi. Et donc, c'est tout au bénéfice d'Aliou Cissé d'avoir des concurrents valables pour un même poste. Et il a intérêt, Mikayil, à aussi être présent dans son équipe. S'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, ça peut être un handicap. Après une première sélection bien réussie, Mikayil Ngor Faye, qui a placé la barre très haut, est très attendu pour une confirmation. La prochaine occasion, ce mardi, pour le match amical contre le Bénin. Le dossier de la rédaction, il nous intéresse ce samedi à la fonction de délégué de quartier, ce chef au service des populations et pourtant dont le rôle est encore ignoré par les habitants qui préfèrent aller à la police pour régler leurs différends au détriment du délégué installé par un décret. Pourtant, il est bel et bien agent de l'État et assure la médiation sociale pour gérer la cité. Le délégué de quartier rencontre souvent d'énormes difficultés telles que l'insécurité, les cas de fraude, l'absence de couverture judiciaire ou encore la maigre indemnité. Notre reporter Abou Faye en a rencontré à Pikine et Guédiawaye. Je vous propose de suivre tout de suite son reportage. Ce drapeau aux couleurs de la nation flottant au-dessus de cette maison symbolise le domicile du délégué de quartier. Nous sommes à Guédiawaye, à Montefès, précisément dans le quartier Nyari Baifal. Babacar Sabor est le délégué. Ce vieux sillonne les rues pour s'enquérir des nouvelles de ses voisins. Son engagement à servir sa cité est inébranlable. Dans sa localité, souvent son rôle de médiateur social est ignoré des habitants. Et pourtant, il est un agent de l'État. Avec plus de 100 familles dans le quartier,
il n'est pas en mesure de connaître tout le monde. La majeure partie des bailleurs ne vous avisent pas. Ils ne vous informent pas des nouveaux locataires qui arrivent, ce qui est anormal. La bonne attitude, c'est de présenter votre nouveau locataire au délégué de quartier. Une fois que le bail est signé, il doit être mis au courant. De Guédiawaye, nous nous sommes rendus à Pikine, ce populaire département de la banlieue. Au quartier Crédit Foncier, Mamadou Faye assure ce rôle de délégué depuis 2017. Ici, l'insécurité, un véritable casse-tête pour lui. Plusieurs cas d'agression ont été enregistrés ici. Des malfaiteurs ont dicté leurs lois dans ce quartier. Mais l'amélioration de l'éclairage a baissé la fréquence des agressions. Tout le contraire du quartier Nyari Baifal où un comité de veille et de sécurité est mis en place. Nous avons tout fait pour nous organiser en comité de quartier pour veiller au grain. Dans nos quartiers, les habitants donnent une contribution mensuelle de 3 000 francs. Par ailleurs, le délégué œuvre pour la cohésion sociale par la médiation, anticipant ainsi les conflits. En cas de différend entre deux privés, il est appelé à jouer son rôle de médiateur. Le délégué de quartier, en cas de différend, joue son rôle de médiateur. On n'attend pas de lui qu'il encourage la violence. Et puis, heureusement que la police connaît notre rôle. En cas de différend, elle renvoie les parties au délégué de quartier. Lorsque nous recevons ces deux parties en conflit, nous discutons avec elles pour les réconcilier. La démarche est la même à la police. Notre autorité est certes reconnue, seulement il peut arriver que certains qui ne savent pas la voie à suivre se dirigent vers la police sous le coup de l'énervement. Et de là-bas, ils sont renvoyés chez le délégué de quartier. Si nos compétences nous permettent de régler le différend, nous convoquons les deux parties pour trouver une solution. Je ne peux pas vous dire de combien de convocations je dispose ici. Ils n'ont pas de couverture juridique, mais bénéficient plutôt d'une indemnité mensuelle qui ne couvre pas leurs besoins, selon eux. Je ne dirais pas que tous les délégués de quartier sont rémunérés, mais la majeure partie perçoit un pécule de 50 000 francs. C'est peu. Au bout de 2 jours, tout l'argent est dépensé. Toutefois, cela ne nous empêche pas de poursuivre notre travail. Ça n'est pas notre souhait, mais quand il nous arrive de tomber malade, on se prend en charge. Nous ne disposons d'aucune couverture médicale. C'est à eux que revient la mission de délivrer le certificat de domicile nécessaire dans la constitution de dossiers divers. Leur vigilance est de rigueur pour éviter toute velléité de fraude, prêt à entrer en guerre avec quiconque tente de nuire aux intérêts de leur quartier. Prêt à entrer en guerre avec quiconque tente de nuire aux intérêts de leur quartier. Jamais je ne délivre de certificat de domicile sans la présence physique du demandeur, à moins de connaître la personne. S'il s'agit de quelqu'un que je ne connais pas, je lui demande où est-ce qu'il habite. Il me donne ses coordonnées, je consulte mon plan de masse pour attester de sa bonne foi. Ces délégués de quartier ne se désengagent jamais. L'âge n'est pas une barrière pour eux. Ils continuent de songer, d'espérer et de croire à un quartier meilleur. Merci à Faye pour ce dossier. Juste avant de se quitter, faisons le point sur la cartographie des lieux de vote des candidats à l'élection présidentielle. Alors pour Dakar, Anta Babacar Ngom vote à Galandou Diouf, Mermoz. Le candidat Amadouba au bureau 6 du centre HLM Grand Médine, commune des Parcelles Assainies. Khalifa Babacar Sall, bureau 6 du centre de l'école Grand Yoff 2, dit école marché. Le candidat Boubacar Kamara, bureau 1 de l'école HLM Padoua. Aliou Mamadou Dia votera bureau 7 école Mamadou Diagne Wakam. Mamadou Lamine Diallo école Bambambahan Diop à la zone B. Daouda Ndiaye l'école Guinaw Rail Nord. El Hadj Malick Gakou école 16 de Sam Notaire à Guédiawaye. Déthié Fall votera à Saint-Louis. Serigne Mboup Kaolack, Pape Djibril Fall à Thiadiaye. Bassirou Diomaye Faye à Ndiaganiao. Mohamed Boun Abdallah Dionne à Gossas. Cheikh Tidiane Dièye à Ziguinchor. Habib Sy à Linguère. Aly Ngouille Ndiaye à Linguère. Idrissa Seck à Thiès, Thierno Alassane Sall à Thiès et enfin Mamboy Diawo à Kolda. Voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté.
L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Bonne soirée, bonne nuit. Surtout, nous vous retrouvons demain avec grand plaisir. Et vous le savez, comme d'habitude, c'est tout le groupe Futur Média qui va se mobiliser dès demain 7h et jusqu'à minuit pour vous faire vivre les moments forts de ce scrutin historique pour le Sénégal. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez avec nous et en compagnie de nos programmes. Bonne soirée.